Les chiffres économiques de la rentrée scolaire sous le signe de la reconstruction et des chiffres de supermarché avec la belle histoire de Rami Levy. Les chiffres économiques de la rentrée, ça nous passionne, ça nous intéresse, eh bien tant mieux parce que Daniel Guggenheim, ici présent, docteur en économie, va nous indiquer ce qu'il se passe, notamment pour la rentrée scolaire, mais pas que, pour les fruits et légumes aussi. Et puis, il va nous raconter la belle histoire de Rami Levy. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, les chiffres économiques de la rentrée scolaire en Israël, bien sûr. Oui, je voudrais avant tout, et les économistes ont parlé de ça lorsqu'ils ont parlé de cette rentrée scolaire, puisqu'on a tous 5 heures rappelé ici qu'il y a des élèves qui sont entrés en 11e, dont les parents n'ont pas pu les accompagner, soit parce qu'ils étaient morts au combat, soit parce qu'une partie était otage, soit une partie était blessée. Et donc, c'est ça la première chose qui rapporte, qu'il faut dire. Une autre chose dont on a noté aussi, c'est ce qu'on appelle les enfants déplacés, puisque pas tous les enfants n'ont pu revenir dans l'endroit où ils habitaient. Mais il faut noter à ce sujet quand même une bonne nouvelle. Dans tout ce qui est autour de Haza, Otef Haza, ce qu'on appelle en hébreu, mais je parle aussi pas seulement des kibbutzim à côté, je parle un peu plus haut, Chova Negev et tout ça. Alors il y a plus d'élèves maintenant qu'il y avait au début de la guerre, 2000 en plus cette année. Donc c'est incroyable, c'est bien. Ça veut dire que c'est revenu. Mais ça veut dire que la reconstruction a commencé vraiment. Vraiment, on parle de 23 000 élèves maintenant dans cet endroit-là, qui avec 21 000 en 7 octobre. Bien entendu, ça compte aussi des villes qui ont bien remonté depuis la guerre, mais c'est quand même intéressant, c'est un espoir pour l'avenir et pour ceux qui ont été déplacés. Maintenant, concernant donc les chiffres économiques, la première chose qui me tient à cœur, puisque j'ai plusieurs enfants ou autres dans l'enseignement, c'est le salaire. Alors, c'est intéressant de noter que depuis 2022, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour revaloriser le salaire des enseignants. Et à l'heure actuelle, le salaire moyen des enseignants est de 16 000 shekels. Et si on compare, on en a parlé si souvent de ce que le salaire moyen de tous les salariés israéliens, ça tourne autour de 13 000 shekels. Donc on a 3 000 shekels en plus, pour ce qui est intéressant, pour les salaires moyens des enseignants. Vous l'avez me dire, mais combien, point de vue médian, comme on appelle, parce qu'il y a peut-être qui gagnent beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'il en est? C'est vrai, mais c'est quand même 15 000 shekels. Quand on pense que le salaire médian en Israël, je crois qu'il est autour de 10 000 shekels. Donc c'est quand même important, et c'est bien. Et ça veut dire que ça devient une profession qui est révalorisée. D'ailleurs, depuis 10 ans, le nombre d'enseignants a augmenté de 31%, et ce qui est le double de nombre d'élèves qui sont en plus scolarisés. Donc, il y a un effort très important qui est fait au niveau justement du recrutement des enseignements et de leur salaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que surtout, par exemple, cette année donc de rentrée scolaire 25-26, dans ce qu'on appelle le spécialisé, miyuchad en hébreu, pour les enfants qui peuvent pas, pour diverses raisons, qui peuvent pas rentrer dans le cycle général. Et en Israël, on fait énormément d'efforts. On l'a toujours fait d'ailleurs à ce niveau-là. C'est des classes de 7 élèves. Et alors il y a eu, j'ai plusieurs fois relu pour être sûr, 9 fois plus d'augmentation d'enseignants par rapport à ça que d'élèves nouveaux dans ce cadre. Donc c'est très très important. Donc c'est bien de voir ça, ce sujet. Maintenant, aussi combien d'élèves sont rentrés, autour de 255 000, c'est un peu plus que l'année dernière, donc comme on a dit, mais pas de façon importante. Mais maintenant, la question qui intéresse beaucoup nos enfants ou petits-enfants, combien d'heures on travaille en Israël? Les élèves, je veux dire, sont à l'école. Est-ce que c'est plus ou moins qu'en OCDE? Alors, les élèves en Israël étudient plus de jours et plus d'heures que l'ensemble des pays développés. Ça va faire plaisir à nos futurs nouveaux immigrants qui pensent qu'ici, l'école, c'est les vacances. Et c'est dû au fait qu'en Israël, on a la semaine des 6 jours. Ça, c'est compliqué pour les Français, justement, dont vous parlez, de s'habituer. Et comme il y a la semaine des 6 jours et que l'école est aussi sur 6 jours, donc c'est pour ça qu'il y a cet Finalement, élément-là. On n'étudie plus voilà, ici. Oui. Voilà, donc on met à mal les stéréotypes sur l'éducation en Israël avec notre ami Daniel Guggenheim. On continue, alors là, cette fois-ci, on va parler des fruits et légumes, et notamment, on le sait très bien, l'avocat israélien reste l'or vert d'Israël. Par contre, la mangue, elle, a vu ses prix chuter. Alors, on comprend pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ?
En vérité, dans ces deux cas, le responsable, c'est Trump. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout le monde le sait, je pense, dans nos auditeurs ou ceux qui nous voient téléspectateurs, il y a eu les barrières douanières. Trump a mis des barrières douanières, surtout pour les pays d'Amérique du Sud. Alors, ce qui se passe, c'est que le Brésil est un des premiers exportateurs des pays sur le mangue, et particulièrement aux États-Unis. Et lorsqu'il a vu que donc il y aurait eu cette augmentation de 25% de douane, il s'est dit moi je serai moins concurrentiel. La mangue brésilienne était très concurrentielle parce qu'ils ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère qu'en Amérique ou même en Israël bien sûr, et le coût de l'eau aussi est beaucoup moins important. Donc ça leur permettait d'avoir des prix très bons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit le marché américain va se faire devant nous, on va aller à l'Europe. Et donc ils ont inondé leur mangue brésilien en Europe. Maintenant les Israéliens, le marché principal pour l'exportation des mangues, c'est l'Europe. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas faire concurrence au Brésil, au Maroc et aux autres pays qui font, oui, mais ça, ils ne pouvaient pas puisque c'est vraiment très important. Donc les mangues sont restées en Israël. Et en plus de ça, on a eu un été très chaud au mois d'août. Et alors les mangues ont mouru plus rapidement. Et donc tout d'un coup, il y a énormément de mangues qui sont arrivées sur le marché. On est passé d'un prix de 20-30 shekels au kilo à un prix autour de 5 shekels, 7 shekels, un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc c'est la première réponse. La deuxième chose que vous avez parlé, l'avocat, l'or vert. Depuis plusieurs années, l'avocat est considéré dans le monde, on appelle ça superfood. On a découvert des propriétés très nutritives, très importantes à l'avocat. On est passé, je crois, à 3 millions de tonnes consommées dans le monde entier. Je parle de l'avocat. Donc c'est quelque chose de très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui exporte vers les États-Unis beaucoup d'avocats? C'est le Mexique. Or, Trump n'a pas mis d'impôt sur le Mexique. Donc, ce qui s'est fait, en tout cas au niveau des avocats, donc il a pu continuer. Et donc, ça n'a pas gêné Israël pour continuer à être très, très, très fort sur le marché européen. Là, maintenant, on a une nouvelle récolte. On pense d'ailleurs que ce sera, comme d'habitude, on parle de 150 000 tonnes qui vont être vendues dans cette période-là, comme l'année dernière. Et il y a d'ailleurs une nouveauté. En Israël, on ne peut pas faire toute l'année pousser de l'avocat. Qu'est-ce qu'ils font, les Israéliens? Ils ont planté en nom d'Israël, dans plusieurs pays comme le Pérou et le Kenya, des avocats. Et avec la marque israélienne qu'on connaît sur les marchés. Donc, les Européens voient toute l'année des avocats israéliens. Et donc, ils restent là. Ils ont de la concurrence du Maroc ou autre sur les produits européens, mais ils restent quand même un produit très désiré par les Européens. Donc, c'est pour ça que ça reste toujours leur faire. Alors, en ce qui concerne en Israël, vous pouvez voir les prix. Ils sont pas aussi bas que les mangues, et ils pensent que ça va pas baisser comme les mangues, je sais pas, c'est autour de jusqu'à maintenant l'avocat, pour les raisons qu'on a dit, parce que le marché israélien va surtout vouloir exporter comme il a fait avant. C'est avocats. Ok. Alors on continue à présent avec, on reste toujours dans le domaine alimentaire, c'est un peu le thème de la journée, en tout cas de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de Supersal. Alors Supersal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la chaîne la plus importante de supermarchés en Israël. On pourrait croire que c'est Rami Lévy, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment Supersal, et ils ont eu des chiffres étonnants, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, souvent dans cette chronique, comme d'ailleurs les analystes financiers en Israël et dans le monde le font, pour voir ce qui se passe vraiment dans le monde économique, ils regardent les documents financiers des entreprises qui sont cotées à la bourse. En Israël, comme dans tous les pays, les grandes entreprises, la plupart, sont cotées à la bourse. Et donc, ça nous donne un renseignement sur ce qui se passe en vérité. Et alors, les analystes ont été surpris par les chiffres qu'a donné Supersal, qui a été racheté d'ailleurs il y a 1 an et demi par, je crois, une famille Amir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les chiffres qu'on a vus? Quelque chose de très étonnant. D'un côté, un chiffre d'affaires qui baisse de 8%. C'est énorme. Et d'un côté, un bénéfice qui augmente de 16% à 196 millions de shekels à peu près, aux 6 premiers mois d'année. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand vous avez un chiffre d'affaires qui baisse. Moindre, voilà. les bénéfices diminuent aussi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'ils prétendent les propriétaires actuels de Supersal? Ils ont beaucoup gagné d'argent. Elle a augmenté de 126% en 1 an depuis qu'ils l'ont acheté plus ou moins. Donc ils ont gagné 1 milliard de shekels, ces gens-là. Donc apparemment ils sont contents de leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent voilà, nous avons fait une politique agressive de baisse des coûts. C'est-à-dire nous avons fermé les super qui étaient pas rentables. Nous avons beaucoup limité le online. Apparemment, le online n'était pas rentable pour Supersal. Et nous avons également
supprimer des accords que nous avions de Moadon, c'est-à-dire des cartes et des fidélités avec des grandes entreprises ou organisations comme Travers et autres. C'était pas tellement rentable pour eux. C'était pas rentable. Donc ils disent, nous tout va très bien. C'est le fait que nous avons moins de coûts qui fait ça. Et bien sûr, quand on ferme des succursales, on a moins de chiffre d'affaires. Comme ça, ils l'expliquent. Ça, c'est eux. Maintenant, les analyses, d'abord les consommateurs disent pas la même chose. Les consommateurs, lorsqu'ils sont interrogés, disent non, on abandonne Supersol. Et d'ailleurs, on peut le voir que il y a moins de clients qui sont à Supersol parce que comme on vient de le dire, on nous a supprimé les mots anonymes pour ceux par exemple comme Prévert jeudi. Vous devenez de plus en plus cher et vous arrêtez pas d'augmenter les prix et on le remarque. Alors on va dans les chaînes qui sont moins chères, qui sont moins chères. Les fournisseurs ils disent oui vous avez rogné nos marges, c'est vrai, mais normalement quand on renie ces marges, on les fait aller aussi sur les clients. Vous avez tout gardé pour vous. Et nous, de moins en moins de fournisseurs veulent travailler avec eux. Donc, ils sont pas non plus tout contents. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que si on voit que les fournisseurs et les clients sont pas contents, c'est peut-être un problème stratégique et d'avenir pour Supersal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de la part de Supersal? Eux, ils disent, on voit encore un dernier élément, c'est que dans les mêmes magasins, on voit qu'il y a moins de clients. Donc, contraire à ce que disent les chefs de Supersal, disant que c'est à cause des magasins qui ferment. Non, ça s'appelle Chanuyot Zeot. Ils peuvent comparer des l'une à l'autre, et donc ils disent c'est un problème stratégique pour Supersal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça sent pas très bon pour Supersal, on va dire, malgré l'augmentation des bénéfices. Alors, la seule chose qu'ils ont fait eux, et ça se voit dans le public, ils ont un low cost. Comme il y a des low cost dans les avions, il y a aussi dans les chaînes pour bien faire une différence entre le Supersal et le low cost, l'Universal s'appelle. Faut surtout pas mélanger l'un et l'autre. Et là-bas, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ils disent qu'au début, on voit qu'au début 2025, fin 2024, il y en avait 1. Maintenant, il y en a 20 au milieu de l'année. Ils parlent de 30 à la fin de l'année. Donc apparemment, ils vont se repositionner parce qu'ils étaient. Voilà, apparemment, il va y avoir de ça qui arrive. Ils étaient tagués comme des super très chers, voire les plus chers. Et apparemment, ils se repositionnent sur le low cost. C'est plutôt sympa pour nous. Hein. Ça, maintenant, on espère que pour eux, ça marchera. Le seule chose que disent les analystes, ils disent, c'est le 3e et 4e trimestre, on verra qui a raison. Alors, si ça continue, alors ça veut dire que qui est le menteur dans l'histoire. On verra. Alors on continue. Décidément, on a dit que c'était consacré à l'univers, on va dire des super aussi. C'est Rami Levy à présent. Rami Levy, sa belle histoire, un succès incroyable. Quand on pense qu'il a commencé en tant que porteur au Machane Yehuda, au chouk de Jérusalem, c'est impressionnant, surtout qu'apparemment, cette réussite exceptionnelle va être couronnée par une entrée en bourse. Il vaut combien, Rami Levy, Daniel? Il va valoir 7 milliards de shekels. Wow. Il vaut déjà 3 milliards et il va valoir 7 milliards en bourse. Donc, vous avez dit en quelques mots, vous avez bien résumé ce que je vais essayer un peu d'expliquer ici. D'abord, c'est quelqu'un qui est né, Rami Levy, en 1955 à Nachlaot. Nachlaot, pour les Jérusalémites, peut-être même pour ceux qui sont touristes ou autres villes, connaissent. C'est le quartier en pleine ville avec les toits rouges magnifiques, les petites ruelles, les pierres, le charme. C'est ça. Comme on aime. À côté de Machane Yehuda. Et à 14 ans, il était dans une famille pauvre. Il a décidé, j'arrête mes études. Et il est allé travailler dans le chouk à côté à Machane Yehuda, donc le marché, pour porter, comme vous l'avez dit, des cartons. C'est vraiment le plus bas de l'échelle. Et en 76, il a hérité de son grand-père une cave, c'est de 38 mètres carrés dans la rue Ashikma, où il s'est dit, au lieu d'en faire une cave, je vais en faire une macolette, une épicerie, mais je vais changer les choses. Lui, il a senti ce qui était à Machane Yehuda, qui avait des prix pas chers. Il a dit, je vais vendre au public ce que les grossistes, au prix, je veux dire, que les grossistes vendent au magasin. Donc les 30% en moins. En fait, donc les marges, pratiquement, j'aurais pas de marge sur moi. Et donc, il a eu un succès. Il a commencé à avoir bon succès de là-bas. Après, donc ça c'est 76. Dans les années 80, il a commencé à voir plus à Jérusalem, dans plusieurs endroits, comme on le connaît, Talpiot et autres endroits. Il a commencé. Après, c'est devenu, dans les années 90, c'est devenu une chaîne nationale en Israël, dans plusieurs endroits. Et donc ça c'est 90. Autour de 2015, c'était commencer la communication et, puisqu'on est Rami Levy Kishoret pour les téléphones, et l'immobilier. Et alors, c'est ça que je veux parler. Maintenant, en 2025, nous sommes, il va
émettre à la Bourse d'Israël tout ce qu'il a comme immobilier. Son parc immobilier de Rami Levy, c'est une entreprise qui est différente du supermarché qu'on connaît. Cette entreprise-là, elle a 35 000 mètres carrés de commerce, c'est-à-dire d'endroits qu'elle loue, de bâtiments qui lui appartiennent mais qu'elle loue. Et il a un chiffre d'affaires de ses locations par an de 320 millions de shekels. Donc c'est impressionnant. Et donc ça va lui permettre aussi, il dit, cette dernière chose, permet de passer toute entreprise, toute cette épopée à la génération future. Parce que quand quelque chose aussi en bourse, c'est plus facile pour faire passer des actions et autres. Et bien sûr, il y a plus de valorisation puisque le public peut participer à ce succès-là. Donc, c'est vraiment un beau succès. En fait, c'est une affaire de famille aussi. Voilà, tout à fait. Plusieurs frères. Tout à fait, voilà. tout à fait. C'est une très belle réussite. Tout c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur, ça donne de l'espoir pour les autres. Tout à fait. C'est inspirant. Voilà. En tout cas, merci Daniel pour toutes ces nouvelles. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Voilà, on l'espère. Et puis, on vous souhaite une excellente rentrée, Daniel. Merci.